L'usine d'égrenage de coton Sodeco de Boyikon a deux chaînes. La première, installée depuis 1925, bien fonctionnelle, et la seconde en 1997. L'égrenage de coton se passe ici et suivant un processus bien élaboré. Nous avons une bâche de tablier de 18 mètres. Et là, il y a plusieurs structures qui sont là. Il y a la DDT qui est là, il y a le conditionnement qui est là, et puis il y a les représentants de l'AIC qui sont là. Donc, par exemple, si nous prenons les gens du conditionnement, eux, c'est pour, disons, apprécier le coton. Si le coton est chargé ou non. Et au regard de ça, il permet de dire que c'est un coton de premier choix ou de deuxième choix. Et après ça, la pesée se fait, c'est un pont basculateur anti-fraude. On poinçonne le ticket et puis c'est fini. Un tour à l'intérieur de l'usine, un travail minutieux s'effectue. Premièrement, nous avons l'aspiration où le coton est aspiré à travers ces tuyaux-là. Avec de l'air, on transporte le coton vers la machine. Il y a un premier poste qui est un poste de nettoyage par gravité. C'est ce que vous voyez juste là, et où les corps étrangers lourds tombent d'eux-mêmes. Après ça, ça passe au séparateur. Et le séparateur, lui, il barbote le coton, parce qu'il y a souvent des gros tas de coton qui viennent. Donc il le barbote pour pouvoir permettre le nettoyage. Donc il y a à ce niveau, c'est le deuxième nettoyage, avant de passer au niveau des nettoyeurs. Bon, cette machine, cette usine n'a pas de nettoyeur, mais l'autre a des nettoyeurs coton-graine. C'est après le nettoyeur coton-graine que ça descend dans l'égreneuse même, qui est la machine qui a en charge de séparer la graine de la fine. La campagne d'égrenage a débarré tôt et les perspectives sont bonnes. Il y a trois variétés. D'abord, il y a trois variétés qui viennent vers nous. Parce que nous recevons du coton de la Takora, nous recevons du coton de la zone méridionale, là où nous sommes, les zones qui nous entourent. Et il y a une variété qui sera mise en place, qui sera vulgarisée l'année prochaine. C'est ça seulement ce qu'on est en train de traiter actuellement. 12 000 tonnes pour une chaîne et 7 000 pour l'autre. Un dispositif sécuritaire est mis en place. Une nouvelle infrastructure qui a été réalisée par la Sodeco. C'est même aujourd'hui qu'on a fait la réception provisoire. Donc c'est une bâche à eau de capacité 350 mètres cubes, hauteur de 3 mètres. Donc cette bâche-là nous permet d'être, disons, apte pour éteindre tout ce qui est feu et incendie. L'égrenage de coton se fait ici en toute quiétude. Enseignants, étudiants et autres agents de l'université d'Abomey-Calavi ont formulé les meilleurs vœux du nouvel an à l'équipe rectorale. Ils ont évoqué le bilan de l'année écoulée et ont souhaité l'atteinte des objectifs en vue pour l'année 2017. Le bilan plaide pour vous. Nous vous y encourageons car en si peu de temps, notre université a changé. Que cette année ouvre à notre communauté un horizon éclairé pour nous permettre d'affronter et de vaincre les difficultés de notre ambition. Le recteur de l'UAC a exhorté ses collaborateurs à l'optimisme. En dehors de la santé que je vous réclame comme étant une santé de baobab, que nous puissions toujours rester dans la créativité agissante. Donnez-vous énormément à cette gymnastique cérébrale qui va faire germer les bonnes idées. Les bonnes idées devront vous conduire à mobiliser davantage de ressources, à mobiliser davantage les énergies de vos collègues. La cérémonie a également connu la présence des parents, amis et autres partenaires de l'université. L'honorable Jean-Eudes Okondé reste attaché aux préoccupations des populations à la base. Député à l'Assemblée nationale, il se livre à une opération de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne le vote de certains. J'ai mis cette loi, la loi portant interdiction et prohibition de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de la distribution de l'utilisation de sachets plastiques.
non dégradable dans le but du Bénin, vous savez, je suis porteur de cette loi-là. Œuvrer aux côtés du gouvernement pour impulser le développement de notre pays et le devoir est accompli. Ils savent aujourd'hui ce que je fais à l'Assemblée. Des lois qui sont votées et des projets qui sont destinés à notre communauté, des projets qui sont destinés au Bénin tout entier, du programme d'action du gouvernement qui est quand même un programme très ambitieux et qu'il faut accompagner. Et donc je crois qu'ils sont très satisfaits. Ils savent aujourd'hui ce que contient le budget. Ils savent aujourd'hui pourquoi j'ai voté. Ils savent aujourd'hui le PAG du président Passy Talon, qui est quand même quelque chose de très ambitieux. Et là, je suis fier que les gens savent de quoi on parle, de quoi est fait le budget. Une séance qui a connu la participation de l'évêque de Dassa-Zoumé, Monseigneur François Nyohossou. C'est un courage qu'il faut saluer. Avoir l'ambiance dans la salle et les questions qui ont surgi après cet exposé montrent que les gens, il y a une fin qui était latente et à laquelle il a apporté une solution, une réponse. Rendre compte à la base, un exercice capital. La phase active de l'opération liée à la libération du domaine public lève un point de voile sur les risques inouïs que prennent certaines populations. Dans un même espace, les commerçants, les clients et les poteaux électriques se côtoient dans une cohabitation à haut risque. Trois escales à travers la ville de Cotonou, soldées par un même constat, une cohabitation à haut risque entre poteaux électriques et population riveraine, le tout scellé dans un climat mu par l'indifférence générale. Premier point de chute, le quartier Misebo, avec comme image d'illustration celle de certaines échoppes aménagées en plein cœur du marché éponyme. Vu de l'intérieur, les éléments qui font le décor de ces points de vente ont de quoi donner le tournis. Des installations électriques sous tension en contact direct avec les usagers, vendeurs et acheteurs qui fréquentent de façon quotidienne ces boutiques de vente de denrées alimentaires. C'est effectivement un phénomène très préoccupant. Nous sommes passés à la phase opérationnelle de libération du domaine public et nous avons fait des découvertes extrêmement inquiétantes. Nous avons découvert qu'il y a des actes d'incivisme, des actes attentatoires même aux infrastructures de fourniture d'énergie et autres sont posés par les usagers qui mettent leur propre vie en danger, mettent la vie de leurs clients en danger et mettent la vie de toute la population en danger. Je suis simplement impressionné par le courage de ces opérateurs économiques qui posent ces actes. Si un poteau électrique reçoit une décharge dans ces conditions-là, à l'intérieur d'un restaurant, je ne sais pas si vous imaginez ce qui peut se passer. Si un transformateur accroché à un poteau, comme le disent les techniciens, a une avarie pendant une saison de pluie ou autre, vous n'imaginez pas la suite. Ça prouve clairement d'abord que cela prouve que ces installations sont dans le domaine public. Parce qu'on ne peut pas poser un poteau électrique sur une parcelle privée. Nous voulons montrer à nos populations qu'il ne faut pas poser ces actes-là. Qu'il ne s'agit pas seulement d'incivisme, mais que c'est des actes qui mettent en sécurité la vie de tout un peuple. Et nous n'allons pas attendre que ça arrive. Les gens englobent carrément des lampadaires, des poteaux électriques, des candélabres dans l'enceinte de leur équipement. On peut citer d'autres exemples où des gens font des branchements directs d'eau usée, d'eau vanne, dans les installations de drainage d'eau pluviale. Le constat est tout aussi édifiant dans le marché de Ganri, notre deuxième point d'escale. L'opération de libération du domaine public a mis à nu les installations électriques qui végétaient dans une cohabitation à haut risque avec les usagers. Le ministre en charge du cadre de vie pointe du doigt le laxisme, première cause de cette situation. Ces poteaux-là qu'on met à l'intérieur des maisons posent également la question de la gestion, de la qualité de la gouvernance urbaine que nous avons. On a l'impression
j'insiste là-dessus, on a l'impression que c'est une gouvernance laxiste et complaisante, à la limite complice de ce qui se passe. Cette gouvernance qui perçoit des taxes dans le domaine public, que la SB2E continue d'aller déposer des factures à des gens qui ont emprisonné, j'insiste sur le terme, des gens qui ont emprisonné des poteaux électriques dans leur maison, que la ville continue d'aller percevoir des taxes chez des gens qui ont posé ces actes-là. Je suis incapable de comprendre ça. J'insiste sur la qualité de la gouvernance et de la gestion urbaine qui doit prévaloir désormais une gestion qui doit être une gestion compétente et efficace pour dénicher ces problèmes-là et prévenir. La gestion, c'est l'anticipation, c'est la prévision. Nous sommes dans un cas où ces facteurs sont totalement absents. C'est ce qui nous contraint à intervenir parce qu'on a l'impression que l'État veut, le gouvernement veut se substituer aux collectivités. Mais si le principe de subsidiarité est bien respecté et que chacun joue son rôle, on peut étendre cette observation au domaine des déchets et consorts. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, nous ferons en sorte que ces poteaux soient libérés pour sauver nos populations qui sont ainsi mises en danger. Même ceux qui ont posé les actes, eux-mêmes ne sont pas en sécurité. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas laisser perdurer ce genre de choses. Les pouvoirs publics vont agir sans faiblesse, a rassuré pour sa part l'autorité préfectorale lors de la descente qu'il a effectuée dans 2 restaurants installés en plein cœur de la haie vive, cité chic du quartier Kadjeroun à Cotonou. Ici également, des installations électriques sous tension sont l'otage de quelques restaurateurs qui reçoivent au quotidien des clients venus de divers horizons. Ce n'est pas une affaire de sentimentalisme. Venu aux nouvelles, le préfet Modeste Toboula n'a pas tardé. Force doit rester à la puissance publique pour la sécurité des biens et des personnes, a-t-il martelé. Oui, on met la sécurité des citoyens béninois en péril à cause de l'argent. Les poteaux électriques de la SBE qui sont à l'intérieur des restaurants, des buvettes ou bien de n'importe quelle emprise doivent être forcément libérés. Donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont érigé leur bâtiment avec des poteaux électriques à l'intérieur doivent comprendre qu'il faut, c'est le lieu de dégager. Ce n'est pas une affaire de sentimentalisme, c'est une affaire d'objectivité. C'est la énième fois que je suis arrivé ici pour dire qu'il faut libérer. On leur a donné les limites possibles. Mais je suis en train de comprendre qu'ils sont en train d'exprimer une superpuissance plus grande que la puissance publique. Mais ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas possible. La puissance publique restera la puissance publique. Je crois qu'on va nettoyer ça le plus rapidement possible. Nous, on le fera à leur place, on va les accompagner. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de louer une grue, de louer une pelle pour venir travailler. L'État béninois a loué des pelles. Donc, tous ceux qui ne peuvent pas travailler pour libérer l'espace public, nous allons mettre à leur disposition le matériel qu'il faut pour le faire, avec les hommes qu'il faut pour le faire. Il n'y a même pas de débat, ça va se faire. Le compte à rebours est plus que jamais lancé pour ces restaurateurs et autres tenanciers des shops. Cette cohabitation à haut risque avec les installations électriques n'est désormais plus qu'une question d'heure. L'explanade du stade Mathieu Kérékou, aux couleurs de la cour royale de Niki. Allégeance des princes héritiers au chef de la communauté Batombo du Sud-Bénin. La Gani Cotonou 2016 appelle les rituels à Niki. Nous sommes allés à Niki, à Kika, à Bouin et à Chikirou. Donc c'est le tour maintenant que les fils et filles Bariba et Beau, de Septentrion au sud du Bénin aussi, d'assister ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qu'ils jouissent aussi des manifestations qu'on a reçues sur le terrain là-bas et que les fils en bénéficient. L'ambiance monte d'un cran. Certains participants apprécient. Je suis vraiment contente. J'ai vu que vraiment la culture, c'est une bonne chose. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les autres Gani, en venant ici, ils vont voir à peu près les rituels que le Batonou pendant la fête de Gani est en train de faire. La culture, elle est vraiment notre identité et nous devons la valoriser. Parade des chevaux.
Le peuple de Sounon Sero perpétue ainsi la tradition. Sounon Sero, fondateur de l'empire de Niki, grand empire puissant qui a réussi donc à étendre ses frontières au-delà donc des départements du Borgou et de la Libori. Aujourd'hui, cette communauté s'est retrouvée au stade de l'amitié pour célébrer la Gani qui est une fête culturelle et cultuelle et qui constitue les retrouvailles entre cette communauté Batombou. Ouida est au cœur du Vaudou et l'affiche fièrement dès l'entrée de la ville déjà. En effet, avec près de 500 couvents connus et répertoriés, pour Ouida seul, selon le responsable de l'office du tourisme de la ville, on comprend que cette cité se réclame berceau du Vaudou. La ville même de Ouida, d'abord, elle est mystique. Ce n'est pas une ville comme toutes les autres villes. Il suffit simplement de voir un peu l'urbanisation de la ville. Ça vous dira tout simplement que c'est une ville mystique. Et je m'explique en disant que quand on parle de religion, Ouida, c'est le berceau du Vaudou. Tous les 5 jours, par exemple, c'est les jours du marché sacré. Vous rentrez dans chaque couvent, chaque prêtre de couvent doit faire des cérémonies. Donc, je vous dis, je vous le redis, Ouida, on ne l'a pas volé, c'est le berceau du Vaudou. Ouida même, c'est un musée. La ville même de Ouida, c'est un musée. Vous vous promenez un peu partout à Ouida. Et j'ai parlé par exemple tout à l'heure de l'urbanisation de la ville. Vous avez des anciens quartiers. Vous avez des arbres, des irocos qui sont dans la ville, qui ont plus de 600 ans, qui ont plus de 6 siècles. Tout ça, ça fait partie du cultuel au culturel. La forêt sacrée de Kpassé à Ouida, avec une superficie de 3,5 hectares, est un des hauts lieux du culte vaudou de la ville. Dans cette forêt, où règne un calme presque sacré, des arbres multicentenaires sont considérés comme des divinités. Des sculptures d'artistes représentent les différents dieux du panthéon de Ouida dans la partie touristique. Les véritables divinités, quant à elles, sont dans la partie sacrée de la même forêt, à l'abri des regards des non-initiés. La forêt sacrée de Ouida, c'est un lieu d'abord vaudou et un lieu touristique. C'est pour garder le côté sacré que nous montrons le côté culturel. Les marques du vaudou sont partout dans la ville. Le python est le totem de Ouida et son temple est un haut lieu du culte vaudou et aussi une attraction pour les touristes. Au cours de notre tournage, nous sommes tombés sur une cérémonie vaudou d'hommage aux morts de la cité. Une cérémonie qui a rassemblé les hauts dignitaires du vaudou de Ouida. Au-delà du cultuel, c'était un festival de couleurs et de sons. Avec la nation suivante, très honorable. Kossi Évariste Alou est désormais docteur de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. La thèse soutenue par l'Impétran focalise l'attention d'un jury international sur la fragmentation et la dynamique de distribution des ressources naturelles sacrées de la zone guinéenne du Bénin. En réalité, le Bénin n'est pas un pays forestier. Normalement, toutes les forêts de n'importe quelle catégorie doivent attirer l'attention des décideurs. Alors notre travail s'est focalisé à montrer aux décideurs qu'il faut vraiment prendre soin des forêts sacrées. C'est vraiment des forêts qui détiennent encore des espèces rares et menacées de disparition sur nos terroirs. Et si ces forêts arrivaient à disparaître, ce serait vraiment dommage pour le Bénin. Les hommes en toge sont unanimes sur la qualité des résultats de recherche de cet ingénieur agronome spécialiste en protection de l'environnement. Un travail de fond, de portée fondamentale qui incite des réflexions, mais aussi des actes. La forêt aujourd'hui devient un élément de richesse. Quand vous avez un îlot de forêt que vous conservez très bien, vous pouvez aujourd'hui aller sur le marché du carbone. Ce qu'il faut faire, il faut renforcer le cadre
réglementaire et juridique des forêts sacrées. Il faut réfléchir sur la sécurisation foncière des forêts sacrées. Il faut adopter une stratégie inclusive au niveau local. Il faut chercher à connecter les forêts sacrées entre elles. Il a utilisé beaucoup d'outils statistiques, cartographiques et autres pour pouvoir arriver à des résultats aussi intéressants que ceux qu'il vient de présenter. C'est capital que les décideurs puissent utiliser ces résultats. La pertinence de cette thèse de doctorat incite le jury à recommander sa publication dans une revue. Le docteur Évariste Alowou est né à Glazoué, précisément à Thion. Ils réitèrent leur foi en Christ. Eux, ce sont les fidèles de la mission du salut en Christ inspirée pour une œuvre nouvelle. Dans sa prédication, le pasteur a invité ses fidèles à de nouveaux comportements pour réussir la nouvelle année. Pour faire d'exploit, il faut avoir le mental de l'exploit. Nous l'avons appelé l'esprit de l'exploit. Le second point, nous avons montré qu'il faut avoir une vision. La troisième chose, nous avons montré qu'il faut travailler. Il faut travailler dur. Et la quatrième chose, bien évidemment, il faut avoir Dieu avec soi. Et la dernière chose, le dernier point qu'on a développé, c'est qu'il ne faut pas être découragé. Message reçu par les fidèles. Il faut dire que c'est un message fort pour quiconque l'entend. Et notre souhait, c'est que chacun de nous reçoive ce message. Parce qu'en tant qu'être vivant, Dieu nous a placés sur cette terre pour accomplir un but. Je note que Dieu nous a créés pour faire des exploits. Et à travers ce message, je crois que quiconque veut aller de l'avant dans n'importe quel domaine de la vie, celui-là peut comprendre qu'il dispose des atouts pour faire des exploits. Ce culte d'action de grâce est le premier de l'année 2017. Chacun y va à sa manière pour avoir les bénédictions. Se soigner par son alimentation. L'ONG Afrique Santé Nature Conscience et Recherche en fait son credo. Elle vient ainsi d'ouvrir ses portes pour le bonheur de la population béninoise. L'objectif de l'ONG, ramener les gens dans la conscience de leur maladie, expliquer leur maladie, la cause de leur maladie. Et aussi des maladies émergentes, des maladies dont on ne trouve pas la solution pour se soigner. Et ensuite, nous aurons aussi des actions internationales, c'est-à-dire aider les gens défavorisés, d'où l'implantation de ces produits-là pour relancer le métabolisme. Dans son exposé, la directrice de l'ONG est revenue sur l'importance des produits. Dans le cas où les gens ont des problèmes de santé, surtout au niveau intestinal, on conseille tous ces produits-là. Vous savez, pour que le cerveau fonctionne, il faut des acides gras essentiels. Les neurones sont constitués essentiellement des acides gras essentiels. Des acides gras, c'est-à-dire trans, qui sont biologiquement actifs. Ces compléments alimentaires dynamisés sont là pour à la fois curative, à la fois aussi préventive. Aujourd'hui, nous avons 2 appareils, Physioscan et l'Oligoscan, qui permet de faire le bilan de terrain pour voir les éléments qui manquent. Et ces éléments, on l'apporte au corps pour relancer le métabolisme. Ce centre mis officiellement en service est doté d'une bibliothèque pour accueillir les curieux qui cherchent à mieux s'informer sur les questions de santé. Le sélectionneur du Burkina Faso, le Portugais Paulo Duarte, a dévoilé la liste finale des 23 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. Des 23 joueurs retenus, seuls 2 évoluent dans le championnat local. Sans surprise, tous les cadres de la sélection sont présents, même le blessé Alain Traoré. Le jeune milieu de terrain Blati Touré, qui évolue à Omonia Nicosie à Chypre, fera ses premières armes avec les étalons. Présélectionnés pour le stage au Maroc, le défenseur Ernest Congo et le milieu de terrain Ismaïla Lingane ont été renvoyés à la maison. Finaliste malheureux en 2013, le Burkina Faso évoluera dans le groupe A composé du Gabon, pays hôte, de la Guinée-Bissau et du Cameroun, contre qui il entamera la compétition le 14 janvier à Libreville.